mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Chers parents, chers amis, voilà, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. On va se laisser. Donc, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On est un peu enrhumé là, donc on fait avec. Mettez-vous en ligne, chers parents, chers amis, chers frères. Mettez-vous en ligne. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Mettez-vous en ligne. Partagez le direct. Voilà. Partagez le direct. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Chers parents, chers amis, chers frères. Mettez-vous en ligne. Partagez le direct. Partagez-le, partagez-le. J'espère que vous allez très bien. L'incontournable. Alors, sans trop tarder, on va rentrer dans le but du sujet. Veuillez m'excuser, je vais un peu me moucher. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, prenez ce numéro. 0033 7 80 49 53 79. Je répète. 0033 7 80 49 53 79. Alors, après avoir fini de donner ce numéro, j'aimerais bel et bien vous rappeler pour les gens qui sont en support, si vous avez un problème de support, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous le dis, je vous le garantis. En 10 jours seulement, mon frère, tu perds 5 kilos. Je dis 10 jours, tu perds 5 kilos. Ce n'est pas un débat, mais c'est un fait. Et lui qui ne croit pas, il peut essayer. Voilà. 10 jours de traitement, 5 kilos disparaissent. Donc, si tu fais 80 kilos, tu fais 10 jours de traitement, tu vas peser 75 kilos. Tu fais 20 jours de traitement, mon frère, tu perds 10 kilos. Donc, ce qui revient à dire que tu vas faire au moins 70 kilos sur un traitement de 20 jours. Ce n'est pas un débat, mais c'est un fait. Voilà. Donc, vous qui doutez encore, c'est le moment d'essayer. Si tu n'as pas encore essayé quelque chose, il ne faut pas dire non, non, ça ne marche pas. Non, il faut essayer. Adokafré d'abord. Il faut porter pour voir. Il faut essayer pour voir. Si tu n'as pas encore essayé, il ne faut pas juger. Voilà. Parce que je m'arrête devant, je m'assois devant la caméra pour parler. C'est parce que je suis sûr de ce que je donne aux gens qui payent. Quelqu'un ne peut pas souffrir, sortir dans la fraîcheur, souvent dans la chaleur, aller travailler à la sueur de son front et lui vendre quelque chose qui ne marche pas. Il va prendre l'argent pour me donner. Non, c'est pas bien. Donc, quelqu'un qui me donne son argent, il faudrait qu'en retour, je lui donne quelque chose de fiable pour qu'il puisse être satisfait. Il faudrait que ça soit clair. Donc, voici un peu les principes sur lesquels je marche. Après avoir fini de dire ça, pour les personnes qui ont aussi problème d'hémorroïdes, n'hésitez surtout pas. Hémorroïdes te fatigue. Pour aller aux toilettes, c'est tout un problème. Tu cries waouh, 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 souvent, tu es constipé. Pour aller aux toilettes, c'est tout un problème. Ton ventre gagouille, ça fait brrr, brrr. On dirait il y a la guerre qui se passe dans ton ventre. Mon frère ou ma soeur. Guerre là, ça se passe en Ukraine. Pourquoi c'est dans ton ventre? Il y a des coups de trucs du Kalachnikov. C'est Coco qui te fatigue comme ça. Je tiens à rappeler aux hommes qui sont là, j'ai faiblesse sexuelle. Faiblesse sexuelle là. Il y a 2 maladies qui provoquent ça. Un homme qui a un problème de faiblesse sexuelle, c'est qu'il a l'un de ces problèmes, c'est-à-dire l'une de ces 2 maladies. Or, il y a l'hémorroïde et le diabète. L'hémorroïde et le diabète sont les 2 maladies qui provoquent la faiblesse sexuelle chez un homme. Donc, un homme qui a un problème de faiblesse sexuelle, il doit savoir, coûte que coûte, que soit il a le diabète ou soit il a l'hémorroïde. Il n'y a pas de midi 14. Il ne faut pas chercher midi à 23h. Donc, je vous le dis aujourd'hui. Donc, mon frère, si tu me regardes, ou bien ma soeur, si ton copain ou ton mari
a un tel problème, il faudrait qu'il aille faire une analyse médicale. S'il dit qu'il n'a pas coco, c'est qu'il a diabète. Je te le dis. S'il n'a pas de diabète, il a coco. Donc, il n'a qu'à venir passer sa commande pour se faire traiter. Il va beau aller prendre à tôter ailleurs, mais tant qu'il ne soigne pas le problème qui a provoqué sa faiblesse sexuelle, mon frère, tu vas beau boire ton atoté de gauche à droite, ça va revenir. Tu auras toujours le même problème. Il faut soigner le problème à la racine. Et c'est pourquoi je suis là. Donc, n'hésitez surtout pas, venez. Je vais vous donner le can-can-can. La potion magique qui règle tout. Ah, donc, venez. Venez, je vais vous soigner. C'est très important. Le mien, et maintenant, il y a la faiblesse sexuelle. Pour ceux qui ont ce problème, mon médicament, ce n'est pas un médicament éphémère. Voilà. C'est un soin définitif. Quand tu fais ça, c'est pour régler le problème de façon définitive. Ce n'est pas pour régler le problème de façon passagère, pour un bout de truc de 2 jours, 3 jours, et puis bon, le mal revient encore. Non, 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 non. Donc, mon médicament, ce n'est pas à tôter. C'est un médicament qui soigne le problème à la racine. Il faudrait que ça soit clair. Donc, voilà un peu. Après avoir fini de faire ça, on va passer maintenant à la lecture de la politique internationale. Il faudrait que ça soit clair. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le numéro, réécoutez la vidéo. J'ai donné le numéro sur lequel vous pouvez me joindre via WhatsApp au début du direct. Donc, j'ai communiqué le numéro au début du direct. Est-ce que vous comprenez? Donnez-moi mes échos, toi quand même. Hein. Mais c'est pas toujours je dois être devant. C'est pas parce que je suis connecté que je suis devant le téléphone. Donc si vous m'appelez et que je ne réponds pas, c'est que je ne suis pas devant. Vous savez, mon téléphone est tout le temps connecté, mais je ne suis pas devant le téléphone tout le temps. Moi, j'active toujours les données mobiles, même si je ne suis pas à la maison. Si je suis occupé, les données mobiles sont toujours activées. Et donc, ça vous signale comme quoi je suis en ligne, mais souvent, je ne suis pas disponible pour décrocher. Donc, voilà un peu, voilà pourquoi. Mais si vous me laissez un message, je peux répondre. Maintenant, si vous appelez que je suis libre, je peux décrocher. Donc, ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Si vous appelez que je ne décroche pas, c'est que je ne suis pas disponible. C'est la même chose, hein, nous sommes en Europe. C'est pas parce que la personne en ligne, tu appelles, la personne ne décroche pas, que tu vas t'énerver. Non. Vous-même, on vous appelle souvent, vous ne décrochez pas. Est-ce que cela veut dire que vous ne voulez pas? Non. Souvent, vous êtes occupé. Ici, là, c'est Europe. Voilà. C'est pas tout le temps on est libre. C'est pas parce qu'on est en ligne qu'on est disponible. Donc, veuillez m'excuser si des gens ont tenté de me joindre et que je n'ai pas décroché. C'est parce que j'étais occupé. Merci à vous pour la compréhension. Alors, donc on va arriver sur le terrain militaire. Non, la Russie n'a pas encore commencé sa grande offensive. Il faudrait que ça soit clair. La grande offensive russe n'a pas encore commencé. Ce qui se passe, ce sont des petites offensives qui concernent le Donbass, c'est-à-dire les 4 régions que la Russie a officiellement reconnues en tant que des régions intégrantes au sein de la Fédération de Russie. Donc il y a Zaporozhye, il y a Kherson, il y a Donetsk et Lugansk. Voilà. Ce sont des petites offensives. Sinon la grande offensive n'a pas encore commencé. Ce sont des petites offensives et puis ça crie déjà. L'Occident pleure déjà. Mais quand la grande offensive va commencer, qu'est-ce qui va encore se passer? Alors, avant d'y arriver, on va parler des systèmes de défense qui sont installés sur les toits à Moscou, auprès du ministère de la Défense, auprès des structures les plus importantes de la capitale russe, c'est-à-dire Moscou. Les Russes, on a remarqué qu'ils sont là installés des systèmes de défense sur les immeubles, au-dessus des immeubles. Et certains ont témoigné pour dire, ah, les Russes ont peur. Ils ont peur que les Occidentaux donnent des missiles à longue portée aux Ukrainiens pour frapper Moscou.
Écoutez, ne tombez pas dans ce fantasme. Le jour où les Occidentaux vont donner des missiles à longue portée pour frapper Moscou, je dis bien pour frapper la capitale russe et détruire des bâtiments importants, ce jour-là, le peuple russe va, et que Poutine ne fait rien, le peuple russe même va renverser Poutine. Je vous le dis, ce jour-là, si les Occidentaux donnent des armes à longue portée pour frapper Moscou, cela non seulement va choquer le peuple russe, mais le peuple russe va demander une réponse de la part de la Russie contre les Occidentaux. Et si Poutine ne fait rien, c'est le peuple même qui va le faire sauter pour dire qu'il faut rentrer en guerre contre l'Occident. Parce que le peuple ne va pas tolérer ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, en ce moment-là, il s'agit de sa survie de la vie politique en Russie. Il s'agit de l'honneur de la Russie qui serait en jeu. Ce jour-là, ça sera le début d'un déclenchement d'une guerre totale entre l'Occident et la Russie, de façon officielle. Ce qui se passe, c'est officieusement. Mais de façon officielle, ça sera une guerre ouverte. Parce que ce n'est plus Poutine qui va décider, mais c'est le peuple qui va mettre la pression sur lui. Or, dans le cas contraire, quand un président veut agir, c'est le peuple qui dit « nous, on ne veut pas, on ne veut pas ». Mais ce jour-là, c'est le peuple russe qui va dire « trop, c'est trop ». Il faudrait qu'il y ait une réponse contre l'Occident. Et si Poutine ne veut pas prendre cette décision, le peuple va demander sa démission pour mettre quelqu'un qui va donner une réponse à l'Occident. Donc les Occidentaux ne sont pas bêtes pour donner des missiles à longue portée, pour frapper des bâtiments administratifs, des bâtiments qui sont importants en Russie. Ils ne sont pas bêtes. Ils font le truc, mais ils savent où se limite. Pourquoi les Russes installent des systèmes de défense au-dessus des immeubles à Moscou? Mes frères, dans la vie, là, il faut se préparer. On ne sait pas de quoi demain est fait. Vous savez que la Russie prépare une très grande offensive de grande envergure, jamais vue depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Au début, les Russes ont tenté avec 170 000 hommes. Ils pensaient que ça allait aller vite, mais ils ont compris que non, en face, les Occidentaux ont vite fait une coalition pour leur barrer la route. On commençait à donner de l'argent, on commençait à envoyer des mercenaires, on commençait à faire des trucs. Envoyer des armes sophistiquées, donner toutes sortes d'aides à Kiev, des conseillers, des renseignements. Donc, ils ont commencé à voir que non, l'affaire est sérieuse. Et que ce n'était pas une simple opération spéciale qui allait résoudre ça. Et qu'il y a des pays qui se coalisent, 50 pays qui font des réunions pour dire, bon, officiellement, ils se tapent la poitrine pour dire on ne doit pas perdre cette guerre. C'est l'avenir de la démocratie qui est en jeu. Il faudrait que l'Ukraine emporte un truc, la bataille sur le terrain. On doit soutenir l'Ukraine. Et puis, ils revendiquent ça. Publiquement, on doit soutenir l'Ukraine et que l'Occident doit gagner. Donc, du coup, et que nous, 50 pays, on ne peut pas se permettre de perdre. Aujourd'hui, ils ont dit ça. C'est le secrétaire de l'État américain qui dit nous sommes 50, on ne peut pas se permettre de perdre la guerre face à la Russie. Et on doit gagner. Donc ils reconnaissent qu'ils sont 50 qui sont derrière l'Ukraine. Et la Russie est seule. Les Russes ont compris. Comme ils préparent une opération de grande envergure, et cette fois-ci, ça sera entre la frontière de la Pologne et celle de l'Ukraine. C'est là-bas. À l'ouest même de l'Ukraine, ils vont aller frapper pour bloquer certaines villes. Et comme les Polonais en ce moment, vous ne savez pas, mais ils sont là faire des recrutements. Ils sont là recruter, faire des mobilisations pour la guerre. De quelle guerre ils parlent? Peut-être eux, ils veulent rentrer aussi en Ukraine parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas permettre aux Russes de venir occuper des territoires qui sont frontaliers à la Pologne, et que ça sera une menace directe envers leur pays, et que
si les Russes font face à la Pologne, ça va être une menace pour l'OTAN. Donc il faudrait que la Pologne se prépare à rentrer aussi en conflit contre la Russie. Alors, si la Pologne franchit ce pas pour rentrer en conflit, c'est-à-dire depuis la Pologne, attaquer la Russie, les soldats russes étant sur le territoire ukrainien, la Russie ne va pas rester là les bras croisés. Elle sera dans l'obligation de riposter sur le territoire aussi polonais, ce qui va dégénérer comme quoi un pays de l'OTAN est attaqué. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme on ne sait jamais où la dimension du conflit peut arriver, Moscou se prépare à toute éventualité. Donc les journalistes qui voient, qui commentent autrement pour dire non, c'est la peur. Non, 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 c'est pas la peur. Je tiens à vous rappeler que ceux qui connaissent la Maison Blanche, mais sur les bâtiments de la Maison Blanche, il y a des missiles anti-aériens qui sont positionnés là-bas, même tout autour. Mais qui menacent les Américains là-bas? Ils ont peur de quoi pour mettre des missiles anti-aériens au-dessus des bâtiments de la Maison Blanche, ou bien certains tours qui sont très élevés, ils mettent des batteries anti-aériennes. Donc, ça veut dire que chaque pays se prépare. Ce ne sont pas des petits pays, de la France, l'Angleterre qui... Non, non, non. Les pays comme l'Amérique, la Russie et la Chine, ce sont des pays qui positionnent des systèmes de défense aériens au-dessus des bâtiments pour mieux protéger les différents bâtiments administratifs au cas où ça pétait. Est-ce que vous comprenez? Et ils ont mis des systèmes de défense S-400 tout autour de la Russie, des trucs de Moscou, des batteries S-400 autour des trucs de Moscou, ainsi que d'autres systèmes de défense renforcés et les trucs, d'autres systèmes de défense au-dessus des bâtiments pour renforcer la sécurité de Moscou au cas où cette offensive qui se prépare du côté russe était lancée et que l'OTAN, voyant l'Ukraine s'effondrer, vous n'avez pas remarqué, les Américains, ils envoient beaucoup d'armes. Ils positionnent ça en Lituanie, en Pologne et consorts. Ils renforcent leur défense. C'est pour faire quoi? Les Russes, ne sont pas bêtes. Ils savent qu'il y a un affrontement qui se prépare. Et la Russie est en train de renforcer l'armée biélorusse. Il y a des matériels de guerre qui sont transités de la Russie vers la Biélorussie pour préparer le terrain biélorusse pour ne pas que, si ça dégénérait, pour ne pas que les forces de l'OTAN prennent la Biélorussie. Et la Russie a déjà dépêché des armes nucléaires sur le territoire biélorusse. Donc, le territoire biélorusse est nucléarisé aujourd'hui où je vous parle. Il y a déjà des armes nucléaires qui ont été installées là-bas avec des avions biélorusses qui ont été transformés pour porter ces missiles nucléaires, pour que la Biélorussie puisse être une force de dissuasion nucléaire. Donc, la Russie a déjà envoyé des armes nucléaires en Biélorussie. Elle a aussi mis des armes nucléaires à... C'est Stalingrad, non? Cette portion russe. Il y a d'autres armes nucléaires qui sont là-bas, en Biélorussie. Excusez-moi. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, ça devrait inquiéter les Occidentaux. Ils ne devraient pas rester là pour dire, oh, Moscou a peur. Non, 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 non. Eux, ils se préparent. C'est l'Occident qui s'oublie. Ils se préparent parce qu'ils ne savent jamais si ça dégénérait pour éviter les frappes de l'OTAN sur Moscou. Pour éviter à ce qu'il y ait des frappes massives sur Moscou. Je vous rappelle que même la Serbie où l'OTAN avait intervenu, l'OTAN n'avait pas pu pénétrer l'espace aérien, comment je dis, sur le territoire serbe en fait. Ils ont eu peur d'envoyer des militaires parce que les soldats serbes étaient des soldats aguerris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont procédé à des frappes aériennes massives. Leur objectif c'était d'occuper toute la Serbie, mais ils n'ont pas pu. Ils ont utilisé
Ils avaient des forces terrestres, mais ils ont eu peur d'affronter les soldats serbes. Donc, ils avaient utilisé les Albanais qui étaient des sécessionnistes pour dire, bon, ici, on proclame notre indépendance. C'est ça qui est devenu le Kosovo. Certains avions américains sur lesquels comptaient les Européens, l'OTAN, d'autres ont été descendus sur l'espace, au-dessus de l'espace aérien, serbe. Leurs avions furtifs, ils ont abattu ça là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, les armes serbes étaient de vieilles armes. Aujourd'hui, il y a des S-500 autour de Moscou, les S-400 autour de Moscou, les S-300 autour de Moscou. Il y a des Buk M3, M2, et il y a toutes sortes de trucs d'armes antiaériennes qui surveillent Moscou. Et donc, les Européens devraient s'inquiéter. Parce que quand ils parlent et que les Russes, eux, ils ne parlent pas, mais ils sont là positionnés leur système de défense. Et j'ai appris que vers le nord de la Russie, vers la Sibérie, ils sont là envoyer des armes nucléaires là-bas pour diriger ça vers les États-Unis. Donc, ils sont là positionnés des missiles nucléaires, balistiques, les missiles intercontinentaux, vers la Russie au niveau du truc de la, comment on appelle ça, de la Sibérie, côté de l'Alaska. Ils positionnent des missiles intercontinentaux qui regardent vers les États-Unis. Bon, tout ça là, ce ne sont pas des bons signes. Ce ne sont pas des bons signes, on ne sait jamais. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, les Américains, ils demandent à ce que les Européens envoient des chars de guerre en Ukraine. Et que pour eux là, ce sont des chars de guerre qui sont trop compliqués, que la technologie est assez. Mais quand vous regardez leur manière de se comporter, ils se foutent des Occidentaux. C'est-à-dire pour eux, il faut comprendre aux Occidentaux que vos armes ne sont pas des armes compliquées, vous n'avez aucune bonne technologie. Donc vous pouvez vous livrer pour vous facilement aux Ukrainiens parce que pour apprendre ça, c'est facile. Mais pour nous, Américains, tellement c'est rempli de technologie, les Ukrainiens, ils sont trop bêtes. Ils ne peuvent même pas... Est-ce que vous comprenez? Ils sont bêtes, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas apprendre à manipuler ces armes en une fraction de seconde. Mais vous, pour les Occidentaux, là, vos armes sont tellement faciles, il n'y a aucune technologie. Donc vous pouvez livrer ça aux Ukrainiens, c'est facile à leur apprendre ça. Donc nous, les chars Abraham, on ne peut pas donner ça aux Ukrainiens parce que ce n'est pas à leur niveau. Mais vous, Allemands, vous, Français, donnez vos Leclerc. Vous, les Allemands, donnez vos Léopards. Les Anglais, donnez pour vous. Mais nous, Américains, on ne peut pas donner. En réalité, c'est-à-dire, les Américains se foutent non seulement des Européens, mais les Américains ont eu une inquiétude, en fait. Parce qu'ils ont tellement vanté les chars Abrams. C'est ça qui est le fleuron de l'industrie de défense terrestre de l'armée américaine. Et tellement ils ont vanté ces chars ont eu beaucoup de preneurs à travers le monde. Ils forcent d'autres pays à acheter ces chars. Parce qu'ils disent que ce sont les meilleurs chars du monde. Bon, en Ukraine, face aux Occidentaux, il y a les Russes qui sont en face. Vous comprenez? Il y a les Russes qui sont en face. Les Américains ont une inquiétude parce que les chars ne peuvent pas tirer à 80 km des lignes de front. Pour que les chars tirent, ça peut tirer à 4 km, à 5 km. Donc ça doit se rapprocher des lignes de front. Est-ce que vous comprenez? Or, contrairement au HIMARS, au César, ce sont des armes qui pouvaient tirer à 80 km, à 70 km, à 50 km. Donc, l'ennemi ne pouvait pas mettre la main sur ça facilement. Mais ces chars-là, si ces chars vont en guerre, ils seront dans l'obligation d'aller en contact direct avec l'ennemi. Ce qui facilite la prise, la mise. C'est-à-dire que l'ennemi peut mettre la main sur ses matériels de guerre. L'ennemi peut détruire ses matériels de guerre avec des armes anti-chars. Et la vérité va éclater aux yeux du monde. Vous dites, mais les armes que les Américains avaient inventées tant, mais les Russes ont
ont leurs médicaments. Voici, c'est ce missile qui moyen ce chat. Ce missile anti-chat là, ça moyen ce chat. Et que le chat Abrams ne peut pas résister devant ce missile anti-chat russe. Donc, imaginons tous les pays qui avaient acheté ces chats Abrams, qui ne s'attendaient pas avec leurs voisins, qui pouvaient intimider les voisins à travers ces chats. Mais tous ces pays-là, leurs voisins vont dire, ah, les Russes ont le médicament de ces chats. Donc, nous, là, on va aller chez les Russes pour acheter les armes anti-chats qui peuvent détruire les armes américaines qu'ils ont vendues à tel pays. Et que ces pays-là utilisent ces armes pour nous intimider, matin, midi et soir. Donc, non seulement ça va pousser d'autres pays à se diriger vers la Russie, et la Russie peut avoir des marchés d'armement. C'est comme ça le monde, hein. Le monde que vous voyez là, c'est comme ça. C'est-à-dire, toi, tu vends l'appareil à telle personne, et la personne, il prend cet appareil, il intimide son voisin. Mais son voisin voit que il y a quelqu'un d'autre qui est là-bas, mais qui a un médicament. Hein? C'est-à-dire, il a un médicament de ce que l'autre prend pour t'intimider. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu t'en vas acheter ça pour dire, désormais, là, si tu fais des bêtises, je prends ça, je détruis ton truc, hein, ton matériel que tu as, et puis tu m'agaces chaque jour, là, je vais détruire ça et ça. Et c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, les Américains ont peur de voir leur chat se faire détruire par les Russes. Et donc, si leurs chats se font détruire par les armes russes, le monde entier va dire, ah mais, les armes russes sont supérieures aux armes américaines. C'est pour ne rien, les Américains ont vanté leur technologie, leurs armes. Mais en réalité, les armes russes sont supérieures aux armes américaines. Et ça, ils ne veulent pas admettre cela. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent aux Européens d'envoyer pour vous. Comme ça, eux, ils vont être dans les fanfaronnades pour dire, nous avons la meilleure technologie, nous avons les meilleures armes du monde. Et que nos armes sont supérieures aux armes russes. Mais tout en faisant attention. Vous voyez, les HIMARS qu'ils avaient envoyés là-bas, les Russes ont fini à détruire tout. Hein. Ils ont tout détruit déjà. Les HIMARS que les Américains avaient donnés aux Ukrainiens, ils ont tout détruit. Les Russes ont fini par tout détruire. Est-ce que vous les entendez encore parler d'HIMARS? Ils veulent envoyer autre arme encore. Ils sont conscients que chaque arme qu'ils envoient, les Russes ont détruit ça. Donc, ce n'est pas bien pour l'image de leur industrie de l'armement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont chercher les anciens pays, c'est-à-dire les pays qui avaient acheté les armes russes. Ils s'en vont signer des deals pour demander à ces pays-là de donner leurs armes à l'Ukraine. Et puis eux, les Américains, ils vont remplacer ces armes. Alors là encore, il y a deux volets. Parce que ça, c'est la géopolitique. Qu'est-ce que les Américains essaient de faire par là? Il y a deux cas. Les Américains essaient de ramener les pays qui étaient les alliés de la Russie, c'est-à-dire les clients au niveau de l'armement pour la Russie. Vous voyez, chaque pays a ses clients. Donc, avec cette guerre, les Américains, en allant voir d'autres pays qui possèdent des armes russes, pour dire, bon, donnez-nous, on va donner ça aux Ukrainiens. En retour, on va remplacer vos armes. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Américains veulent récupérer les marchés de l'armement qui appartenaient à la Russie. Parce qu'en poussant ces pays à s'en débarrasser des armes russes, et puis eux ils disent qu'ils vont remplacer ça. Mais ce que vous voulez prendre pour remplacer là, pourquoi vous ne donnez pas ça aux Ukrainiens? Et puis vous voulez que nous, pour nous, là, on donne ça aux Ukrainiens. Maintenant, vous allez nous donner des armes. Vous savez, quand tu achètes les armes chez quelqu'un, tu dois entretenir ces armes. Tu dois envoyer des représentants chez ce dernier-là. Tu dois former ces gens. C'est à toi de lui donner des pièces de rechange. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait que ça, son pays et pour toi, vous êtes déjà liés. Et que la défense de l'autre pays et toi, au niveau de ta défense, il y a déjà une coopération. Donc, tu as la même mise sur tout ce qu'il fait. Et tu peux mettre ton veto. En un mot, les Américains veulent pousser les pays qui sont clients de la Russie à livrer toutes leurs armes aux Ukrainiens. Comme ça, eux, ils vont remplacer ça par les armes américaines. Comme ça, par la suite, eux, ils auront ces marchés.
ils vont avoir ces marchés. Donc c'est à eux maintenant de décider quelles armes ils vont vendre à ces pays. Puisque la Russie n'aura plus de lien avec ces pays. Ces pays ne possèdent plus les armes russes. Donc il n'aura plus de coopération. Ce qui fait que leur défense, les défenses de ces différents pays vont s'affaiblir. Puisque les armes que ces pays vont maintenant posséder sont de technologie américaine. C'est eux qui vont maintenant diriger les règles, qui vont dicter les règles. Et si ces pays veulent encore continuer à coopérer les Russes, ils vont dire, bon, si vous faites ça, mais les pièces de rechange de telles armes qu'on vous a données, on ne va plus vous donner ça. Ce qui va paralyser l'armée de ces différents pays. Les armées de ces différents pays. Parce que tu peux acheter des milliers d'armes. Et que lui qui a les pièces de rechange, il dit non, il ne te donne plus. Parce que tu as coopéré l'autre. La seule condition pour qu'il puisse te donner les pièces de rechange, c'est qu'il faut couper les liens avec l'autre. Si tu coupes les liens avec lui, alors il peut te donner les armes. Si tu ne veux pas couper les liens avec lui, il ne te donnera plus les armes. Et si tu es têtu, tu veux coopérer avec l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il va provoquer une guerre entre toi, ton pays, et le voisin qui est à côté. Puisqu'il sait que les armes qu'il t'a données là, c'est lui qui va te permettre de les renouveler. Si ces armes tombent en panne, c'est lui qui va te permettre de les réparer. Maintenant, si tu ne veux pas l'écouter, il fait tout pour vous monter un contre l'autre, et il y a une guerre qui se déclenche. Quand la guerre se déclenche, toi, tu auras besoin d'une aide. Mais la Russie ne va plus venir t'aider parce que tu n'as plus les armes russes. Mais ton armée sera face à l'armée de l'autre. Et lui, il va passer derrière pour armer l'autre. Et toi, tes armes vont tomber en panne quand tu vas les appeler pour dire, ah, j'ai besoin de pièces de rechange. Ils disent non, on ne peut pas vous donner. Et ton armée sera battue. Et c'est ce que les Américains veulent faire. Maintenant, ils vont limiter les ventes d'armes envers ces pays. Maintenant, ils cherchent aussi des contrats d'armement. Parce que si vous livrez vos armes que vous avez à l'Ukraine, et puis eux, ils veulent remplacer ces armes que vous avez données aux Ukrainiens par les armes aux Américains, vous devez payer. Ce n'est pas gratuit. Ils vont dire, ouais, faites sortir les chèques, payez. Et donc, du coup, non seulement dans cette guerre, ils cherchent du business pour leur industrie d'armement. Ils cherchent du business et ils cherchent à isoler la Russie. Donc, ils vont pousser ces pays à signer des vrais contrats d'armement avec les industries d'armement américaines. Et donc, du coup, ils vont agrandir leur marché. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce qu'ils veulent faire en Amérique latine. Quand ils appellent les latino-américains de donner leurs armes qu'ils ont achetées auprès de la Russie, de donner ça à l'Ukraine pour qu'eux, ils remplacent ça, c'est pour que, politiquement parlant, ils puissent avoir une influence sur ces pays parce qu'ils comprennent que ces pays commencent à échapper à l'Amérique. Et ceux qui ne le savent pas, le Venezuela a lancé un mouvement des pays latino-américains pour former une coalition de coopération entre la Russie et la Chine pour écarter les États-Unis d'Amérique. Donc les Américains ont compris. Et donc Nicolas Maduro, il est en train de mener ce mouvement. Il est là, créer une coalition au niveau de l'Amérique latine pour tous les pays qui possèdent les armes soviétiques et russes. Les Américains, ayant entendu cela, ils ont dit, on ne peut pas laisser Maduro se comporter comme ça, sinon on risque de perdre l'influence sur les latino-américains. Ils vont former une grande force de coalition comme l'OTAN, ici, sur le continent américain. Et puis ils vont venir nous menacer ici. Bon, si c'est ça, bon, on va utiliser la diplomatie. Bon, donnez vos armes, nous, on va remplacer ces armes par des nouvelles armes. On va vous donner des nouvelles armes. Si ces pays ne prennent pas garde et que ces pays se libèrent totalement pour donner toutes les armes qu'ils ont aux Américains, pour que les Américains prennent ces armes pour donner ça aux Ukrainiens, mais non seulement ils vont se désarmer, donc ils n'auront plus d'armée. Et à partir de là, ils vont leur donner certaines armes, mais ils ne vont pas aller loin. Pour qu'ils puissent les contrôler et les menacer. Pour dire, bon, si vous ne faites pas ça, on va intervenir militairement. Ce n'est pas en ce moment-là, tu vas crier, oh, Russie, Russie. Non, en ce moment-là, la Russie ne sera plus d'accord avec vous. Pour dire, mais hier, quand on se battait en Ukraine, on faisait un affrontement contre les Occidentaux. On pensait
pensez que vous étiez avec nous, mais c'est vous qui avez donné les armes qu'on vous avait donné hier pour tuer les Russes. Donc aujourd'hui, vous nous demandez de venir vous aider. On ne peut pas vous aider. Vous voulez encore d'autres armes, on ne peut plus vous donner les armes. Parce que quand on vous donne les armes et que nous avons un souci avec un autre pays, vous prenez ces armes pour donner ça à nos adversaires pour nous tuer. Voilà ce que les Américains cherchent à faire pour retourner les amis ou les alliés de la Russie contre la Russie. Mais ils sont dans leur logique. Ils sont dans leur logique. Est-ce que vous comprenez? Ils sont dans leur logique. Et ce qu'ils essaient de faire avec les Européens et surtout les Allemands, parce qu'ils mettent une pression sur l'Allemagne pour demander aux Allemands de fournir le Léopard 2 comme si c'était l'Allemagne seule qui faisait partie des trucs de l'OTAN. Est-ce qu'en dehors de l'OTAN, en dehors de l'Allemagne, il n'y a pas d'autres pays? Mais la Turquie fabrique des chars. Pourquoi ils ne voient pas les Turcs pour dire, mais vous faites partie de l'OTAN? Donnez les armes nécessaires. Non, ils ne le font pas. Ah, mais ce n'est pas seulement l'Allemagne. La France, ils peuvent mettre une pression pas possible. Ou bien l'Angleterre. Non, 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 ils ne font pas ça. Ils disent, vous les Allemands. En fait, ce qu'ils essaient de faire, puisque avant l'opération spéciale entre la Russie et l'Ukraine, où les Occidentaux se sont immiscés, il y avait des liens très forts entre l'Allemagne et la Russie. Donc, ce que l'oncle Sam essaie de faire, c'est de pousser les Allemands à agir pour que les liens entre l'Allemagne et la Russie se coupent pour toujours. Il n'y a plus de retour. Parce que si l'Allemagne livre en masse ces chars Léopold, Léopard 2, les Russes vont dire, ah, donc vous les Allemands, encore vous, dans le passé, vous avez essayé de nous envahir avec le Führer. Aujourd'hui encore, vous, parce qu'on a laissé l'Allemagne de l'Est, on vous a permis de vous réunifier. C'est encore vous qui donnez des armes à des bandéristes, des gens, les représentants d'Hitler qui se trouvent en Ukraine pour venir tuer les Russes. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de lien entre l'Allemagne et la Russie. C'est fini pour toujours. Et c'est ce que les Américains veulent. Voilà pourquoi ils mettent la pression. Il y a plusieurs pays. Mais ils disent non, vous les Allemands, donnez, 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 donnez. En fait, c'est ce qu'ils veulent en fait. Parce qu'ils ont toujours eu peur de la coopération entre l'Allemagne et la Russie. Les Américains ont toujours eu peur de ça. Donc pour eux, c'est une opportunité pour eux de pousser les Allemands à livrer ces armes pour que les liens entre l'Allemagne et la Russie se coupent pour toujours. Et comme pion, c'est Zelensky qu'ils utilisent pour mettre la pression. Il faut dire non, l'Allemagne doit donner. Aujourd'hui, il y a eu une très grande manifestation en Allemagne. Les réfugiés ukrainiens qui sont en Allemagne, ils sont allés manifester devant le ministère de la Défense, donner les léopards, donner. Ils ont envahi. C'est-à-dire, c'est des gens, ils sont hors la loi. C'est des gens. Et puis, ils dessinent Olaf Scholz. Ils mettent une souris avec des dents, des trucs d'écureuil. On dit, ouais, c'est lui qui est là. C'est un toutou de Poutine. Tout ça pour le pousser à céder, en fait. Pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Mais tout ce qui se passe, si ça va trop loin et que cela dégénérait, les Américains n'allaient pas intervenir vite. Hein. De la manière ils font avec les Ukrainiens, ils vont dire, bon, on va vous assister, on va vous aider. Et que nous, on ne veut pas une guerre directe avec la Russie. Donc, non seulement ils vont envoyer des soldats américains qui sont déjà là, mais qui vont porter des tenues militaires de d'autres pays, de l'UE. Est-ce que vous comprenez? Et ces soldats-là vont combattre. Et les Américains vont dire, nous, on va assister, on va apporter l'aide à nos collègues, à nos alliés européens. Mais ils vont dire, ils ne sont pas impliqués directement dans la guerre. Ce qu'ils font pour l'Ukraine, c'est ce qu'ils feront pour les Européens. C'est ce qu'ils feront pour les Européens. Voilà pourquoi les Européens, les Allemands, d'autres ont compris même. Les Européens ne comprennent pas. Ils sont convaincus que non, coûte que coûte, l'Amérique va les aider officiellement. Non, 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 non. Les Américains ont toujours eu peur de faire un affrontement avec la Russie.
Quant à la Chine, non, ils sont prêts. Mais faire l'affrontement direct avec la Russie, ils ont peur. Parce que c'est le seul pays au monde qui est capable de détruire l'Amérique. Et les Américains connaissent la capacité nucléaire dont possède la Russie. Les missiles nucléaires russes sont les plus gros au monde. Les Américains, ils en ont. Mais leurs missiles ne sont pas plus gros que pour les Russes. Donc, si un missile russe nucléaire tombe chez toi, Atia, dégâts que ça va faire là, Dieu seul le connaît ça. Donc, ils ont toujours eu peur de faire une guerre frontale, directe avec la Russie. C'est le seul pays au monde dont ils ont peur. Et la Russie est seule face à tous ces pays. Mais imaginons que, de la manière les Occidentaux s'agitent, hein, les alliés de la Russie rentraient dans la danse. Vous pensez qu'ils peuvent tenir ces Occidentaux? Ils vont crier. Ils vont crier au loup. Ils vont dire, oh, ils vont menacer, mais ça ne va pas aller quelque part. Si les alliés de la Russie... Parce que ce qui se passe, c'est que ceux qui sont ignorants, ils ne voient rien. Les alliés de la Russie ne sont même pas encore entrés dans la danse. Les Occidentaux ont déjà du mal. Ils ont des armes, certes, mais ils ne sont pas plus armés que la Russie et ses alliés. Donc, imaginons que la Russie et ses alliés rentrent dans la danse, mais ils vont envahir toute l'Europe. C'est ce que les Européens ignorent. Parce que si ça se déclenche réellement, d'autres pays ne vont pas rester là pour assister à ça. Eux aussi, ils vont se mêler de la danse. Et l'Europe risque d'être envahie. La Chine seulement est capable d'envoyer 50 millions de combattants. Ah, ils sont 1,5 milliard à tir. Même ils sont capables d'envoyer 100 millions de combattants. Dans 100 millions, là, il va leur rester encore 1 milliard 400 millions. C'est comme s'ils n'avaient rien fait du tout. Ils sont capables de dépêcher 100 millions de combattants. Sans compter les autres pays. Tous ceux-là, ils vont quitter la Chine, ils vont se dépêcher vers l'Europe où on dirait de Magnan. Est-ce qu'ils vont pouvoir les arrêter? Ils vont tuer beaucoup, oui. Peut-être ils vont détruire au moins 30 millions, 40 millions. Mais le reste là vont réussir à envahir certains pays européens en coalition avec la Russie. La Corée du Nord va sortir ici. Le Japon ne bougera pas. Il suffit qu'ils menacent le Japon pour dire si vous bougez, on vous nucléarise. On va vous détruire avec au moins 10 missiles bien dosés, 10 missiles, 10 suppositoires, gros suppositoires. Ils vont rester calmes. Ils vont dire on a déjà subi ça, on ne veut plus subir, on ne veut plus revivre ce phénomène pour une seconde fois. Ils vont rester calmes. Ils vont rester calmes dans leur coin. On dit si vous voulez vivre sur votre île japonaise, restez calme. Sinon, des missiles, des gros suppositoires vont prévoir dans votre pays. Ils vont rester calmes tout de suite. Ils vont dire non, nous on n'est pas dedans, on est drapeau blanc. Est-ce que vous comprenez? Donc voici un peu ce qui va se passer. Voici un peu ce qui va se passer. Donc, ceux qui ne comprennent pas, qui pensent que c'est la Russie seule, c'est la Russie seule. Et puis, ils vont d'escalade en escalade. Les journalistes, ils pensent que si ça se déclenche, ils vont être épargnés. Si ça se déclenche, nous tous, on est cuits. Hein. Ah oui, oui, nous tous, on est cuits. Donc, voici un peu la vraie situation. Et même la Russie seule peut faire du mal à l'Occident. Si l'intérêt vital de la Russie est en jeu et que la Russie est mise dos au mur avec tout ce qu'elle dispose, elle va utiliser tout. Même, ils vont la détruire, mais elle aussi, elle va détruire d'autres pays et d'autres pays ne pourront plus exister. La Lituanie, comme Finlande et tout, c'est des pays. Finlande, là, ils ne sont pas nombreux, c'est 5 millions. Imaginons 10 missiles bien chargés, gros missiles tombent là-bas. Si 5 millions, il va rester combien? Peut-être il va rester 2 millions ou 3 millions. Donc, des pays comme ça, ils comprennent la logique et ils se disent, il y a des limites, il faut les menacer direct et puis ils restent calmes. Même mon oncle Sam, s'il voit que ces villes, les grandes villes, vont être frappées, son économie va être détruite, ils sont calmes. Les Américains sont agités parce que c'est l'enjeu du dollar qui est en jeu en fait. Si la Russie gagne, c'est fini. L'économie va se redistribuer dans le monde.
D'autres pays vont s'affranchir, d'autres pays vont refuser d'utiliser le dollar comme la seule monnaie unique dans le monde. Ils comprennent l'enjeu est grandiose. Voilà pourquoi ils utilisent les Européens pour dire, bon, il faudrait qu'on gagne pour pouvoir imposer, pour qu'ils imposent leur volonté. Parce que s'ils perdent, ils ne vont plus pouvoir imposer leur volonté, en fait. Parce qu'ils savent que partout où ils vont agir, et que la Russie est là-bas, ils savent que quand la Russie a le morceau, ils ne le lâchent pas, elle ne lâche pas le morceau. Donc, ça va être un os dans leur gorge. Voilà pourquoi ils sont déterminés à en découdre coûte que coûte avec la Russie pour gagner. Mais le jeu n'est pas gagné. Si la Russie gagne, c'est fini pour eux. Mais là, si c'est match nul, le monde se divise en deux. Il y aura multi-polarité. Et ça, les Occidentaux ne veulent pas. Ils veulent toujours maintenir leur suprématie. C'est ce que la Russie, la Chine et d'autres pays refusent pour dire non, c'est fini. C'est ce qui se passe en Ukraine. Pour ceux qui n'ont pas compris, ils peuvent aller dormir tranquille. Mais c'est une question de l'avenir du monde qui se joue là. Et comme les uns et les autres ne veulent pas, chacun a sa position pour dire non, 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 vous avez trop dominé, maintenant ça suffit. Les autres disent non, nous on va continuer toujours de dominer. Ils disent bon, on va voir. Et ils sont dans une dualité. C'est ce qui nous amène vers une confrontation directe et la dislocation du monde. Donc on voici un peu. Non, l'Allemagne n'a pas accepté de livrer les chars Léopard. Mais les Polonais disent si les Allemands n'acceptent pas, eux quand même parce qu'ils avaient acheté les chars Léopard, ils vont quand même livrer les chars Léopard que l'Allemagne leur avait vendus. Parce qu'il y a des contrats. Ils ont dit, si un autre pays est en guerre et que vous voulez amener les armes là-bas, vous devez demander notre avis. Mais si c'est votre pays qui est attaqué, vous pouvez utiliser ces armes directement. Les Polonais, ils disent non, non, non. L'Allemagne a donné son aval, l'Allemagne, eux, ils vont prendre ces armes quand même pour livrer ça. Donc, du coup, c'est des gens, c'est des voyous. Ils ne respectent rien, les Polonais. Ils ne respectent rien. La Hollande a dit, bon, elle va envoyer des F-16, des avions de l'OTAN en Ukraine avec des pilotes membres de l'OTAN pour combattre la Russie. Tous ces pays font ça à cause de l'OTAN parce qu'ils sont nombreux en fait. Ils sont aux environs de 50 pays. Donc, ils voient leurs ailes pousser. Et quand des gros missiles vont tomber sur eux, c'est pour crier au secours, au secours. Donc, si j'étais à leur place, j'allais faire très attention. J'allais faire très attention. Non, les Russes avancent. Sur toute la ligne de front, il y a des trucs, des avancées. Mais la grande offensive n'est pas encore menée. Parce que la Russie est en train d'organiser cette grande offensive qui va être menée. Sera au moins à 500 000 trucs militaires qui vont attaquer l'ouest de l'Ukraine. 500 000 militaires, y compris les Biélorusses. Donc, ça sera une très grande offensive en fait. 500 000 militaires qui vont se concentrer à l'ouest de l'Ukraine, vers Lviv uniquement, pour couper la ligne logistique qui vient de l'Occident, couper tout, et occuper l'ouest de l'Ukraine pour isoler le reste de l'Ukraine. Quand ça sera isolé, alors soit l'OTAN négocie, soit la Russie prend toute l'Ukraine. Donc voici c'est ce qui est en jeu en fait. Donc ils sont là organisés 500 000 trucs militaires, 1000 chars, 5000 trucs artillerie qu'ils ont dépêchés en Biélorussie. Je dis 500 000 hommes, 1000 chars, 5000 trucs artillerie et d'autres trucs voitures blindées. Combien là? En tout cas, ils sont nombreux. Et ils vont attaquer un seul endroit. Donc 500 000 personnes, 1000 chars, 5000 trucs véhicules, pièces d'artillerie, vous comprenez? Donc, est-ce que les pays membres de l'OTAN ont donné un tel nombre à l'Ukraine? Ils n'ont même pas encore pu donner 500 chars à l'Ukraine. La Russie a déjà dépêché 1000 chars qui sont déjà en Biélorussie prêts. La Russie a 12 000 chars, mes frères. Elle a beaucoup de chars. Les Russes ont beaucoup de chars. Donc, 1000 chars qui dépêchent là-bas, ce n'est rien devant les Russes. Et puis, en dehors de ça, ils fabriquent encore d'autres chars. Ils ne sont pas là pour croiser les bras. Non, non, non. Pendant qu'ils font truc, ils fabriquent. Donc, restez tranquille.
Oui, Soledad a été déjà libéré. N'écoutez pas les Ukrainiens qui demandent, non, c'est faux, tout le monde sait, ça a été déjà libéré. Donc, l'offensive sera tellement violente que l'Occident ne va rien voir dedans. Et ils comprennent, voilà pourquoi ils luttent. Et l'Allemagne a peur pour dire, ah, une telle mobilisation, si on envoie les armes, ça peut dégénérer. On ne veut pas envoyer des chars russes à Berlin à nouveau. Et les Allemands ont dit, les Russes peuvent mobiliser des milliers de millions de personnes. Où ils sont là, ils peuvent mobiliser 2 millions de militaires tout de suite pour lancer une grande offensive. Est-ce que l'Allemagne veut encore? Parce qu'il y a un député même allemand qui a rappelé, les Allemands, qui a rappelé, il dit, nos ancêtres ont essayé. Les Russes se sont retrouvés à Berlin. Notre génération veut encore essayer. Est-ce qu'on veut que les Russes se retrouvent à nouveau à Berlin? Faites attention, ne livrez pas les chars. Donc, d'autres sont réticents, d'autres sont des trucs, des ventes en guerre, et d'autres disent, faisons très attention. Dans le passé, là, Napoléon avait mobilisé toute l'armée européenne. La France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Belgique, eux tous, la Hollande, ils se sont mobilisés pour lancer une grande offensive sur la Russie. Arrivé jusqu'à Moscou, la Russie a contre-attaqué violemment. Résultat, Napoléon a perdu. C'est comme ça. La Russie, au début, elle fait truc, mais quand elle contre-attaque, ça devient très violent. Et ça a été comme ça dans l'histoire de la Russie. Dès le début, elle amortit. Tu as l'impression qu'elle perd. Mais quand elle contre-attaque, personne ne l'arrête jusqu'à elle atteint ses objectifs. Et ça a été comme ça dans l'histoire de la Russie. Hitler a essayé, Napoléon a essayé, ça a été toujours comme ça. Demandez les Turcs, l'Empire ottoman, c'était comme ça, ils ont essayé. Ça a été comme ça, quand la Russie a contre-attaqué, ils les ont chassés de la Crimée jusqu'à... Ça a été toujours comme ça chez les Russes. Les premiers coups, ils encaissent. Ils vont même, vous êtes proche de Moscou, vous dites, on va occuper la capitale. Ah tiens, mais quand ils contre-attaquent, tu as l'impression que ce sont des abeilles qui viennent de tous les sens. Tu ne peux pas les arrêter. Et c'est ça qui va se passer en Ukraine. C'est ça. C'est pour ça que les Occidentaux ils sont inquiets. Pour dire la contre-attaque russe sera très violente, inarrêtable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que l'OTAN doit rentrer en guerre? Ou est-ce qu'il faut soutenir l'Ukraine? Est-ce que les chars peuvent suffire? Les chars ne peuvent pas suffire. ATC. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit.